Alors, mes invités, ils sont déjà là. Hein. Par ces temps de congés forcés et prolongés, que se passe-t-il dans les maisons avec les enfants? Les parents parviennent-ils à les occuper comme cela se doit, alors que la plupart d'entre eux pensent qu'ils sont déjà en vacances? Eh bien, mes invités sont là pour débattre de ce sujet avec nous. Josué Fortuné, Merfouénou, bonjour. Bonjour Roch, bonjour les spectateurs. La pleine forme? Absolument, la pleine forme. Ça fait plaisir. Vous êtes journaliste et vous êtes parent d'élèves. Vous allez nous dire tout à l'heure ce que vous vivez chez vous à la maison. Et en face de vous, Maître Huguette Bopé-Nyakadja. Vous êtes à la cour au barreau béninois. Vous êtes activiste des droits de l'homme, en particulier de la femme et de l'enfant. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir. Bonjour aux téléspectateurs. Ouais. Au téléphone, dans une quinzaine de minutes, nous recevrons une psychopédagogue, Bilikis Talibou. Elle est docteure en sciences de l'éducation, qui a d'ailleurs conçu un guide pratique de conseils aux apprenants pendant cette période. Alors, Josué, dites-nous déjà, après plus de mois de congé à la maison, alors que ce ne sont pas encore les grandes vacances, auriez-vous souhaité avoir les enfants? Vous préférez avoir les enfants à la maison ou à l'école à pareil moment? Merci Roch, je pense que la situation que nous vivons actuellement est une situation totalement difficile et compliquée, d'abord pour les parents parce que toutes les habitudes changent. Oui. Et donc, au nom de ces habitudes qui changent, les enfants qui sont actuellement à la maison, alors que, comme vous le dites, ce n'est pas la période des vacances, les enfants devaient être normalement en classe. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il se murmure qu'à partir du 11 mai, les enfants pourraient retourner en classe, mais... Nous le souhaitons vivement que ce temps de corona... Oui, en fait, on souhaite bien que les enfants retournent en classe pour aller terminer le programme scolaire, mais dans le même temps, vous imaginez qu'on ne peut pas ne pas se poser des questions, à savoir, déjà, nous-mêmes, nos habitudes ont changé. En tant que travailleurs, pour la plupart, nous sommes passés pour certains en télétravail, pour d'autres, les horaires de travail ont été revus. Il y a eu beaucoup de réaménagements déjà au niveau du calendrier des parents. Alors, on se pose la question de savoir, à l'école, avec les conditions actuelles que nous impose le coronavirus, quel va être le nouveau visage de l'école pour recevoir, pour accueillir les enfants, parce que c'est 1 mètre de distance. Déjà, nous-mêmes, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons désormais, nous sommes obligés de porter le masque. Est-ce que les enfants pourront supporter d'être dans le masque de 8h même pas de 8h à midi, c'est durant toute la journée, absolument, qu'il faut les mettre sous masque. Voilà autant de questions et parfois, que l'on se pose aujourd'hui. Ils se retrouvent à 3 sur la même table. Aujourd'hui, ce sont les enfants même qui vous rappellent les gestes barrières à respecter. Quand un enfant va constater que son voisin d'à côté n'est pas à 1 mètre de lui et qu'il va commencer à dire « mets-toi à 1 mètre de moi », que pourrait-il se passer dans les salles de classe? C'est justement là que ça s'accentue davantage le stress des parents d'élèves. D'abord, l'enseignant lui-même. L'enseignant dont on ne connaît peut-être pas forcément le statut. On ne sait pas s'il est un porteur asymptomatique. Est-ce que c'est un malade qui s'ignore? On ne sait pas. Alors que dans les conditions de l'école, dans les conditions de la classe, il faut peut-être que de temps à autre, l'enseignant puisse peut-être s'approcher de l'enfant, regarder ce que l'enfant fait, réagir par rapport à un certain nombre de choses. C'est en cela que je me demande si aujourd'hui, véritablement, on est en mesure, parce que c'est également ça la question qu'il faut se poser, est-ce que nous sommes en mesure de mettre en place, dans les écoles, toutes les conditions qu'il faut, tout le dispositif qu'il faut pour recevoir les enfants, pour que les classes puissent se poursuivre. Et dans le même temps, il faut également se dire que les enfants ne peuvent pas indéfiniment rester à la maison parce que ce n'est pas une année blanche, c'est une année à sauver. Quel que soit le cas de figure, il faut les retourner en classe. Il faut que les programmes scolaires puissent se dérouler. Donc, dans ces conditions, vous êtes un peu partagé. Est-ce que les enfants doivent rester à la maison? Malheureusement, non. Malheureusement, quel que soit le cas de figure, les enfants ne peuvent pas et ne doivent pas rester à la maison. Comme je le dis, il faut les retourner en classe et il faut que le programme scolaire puisse se poursuivre. Mais je pense que les gouvernants sont très conscients de ces remarques que vous soulevez et qu'ils vont certainement, s'ils décident que les enfants retournent en classe, vont prendre les mesures qui s'imposent pour mettre véritablement en sécurité nos enfants. Madame Huguette
Bopaya Kadja, vous avez suivi les observations soulevées par Josué Fortuné Merouenou. Est-ce que vous partagez également ces mêmes craintes? Oui, j'avoue que ce qui m'inquiète surtout, c'est la question de la distanciation sociale. Parce que ça demande des dispositions et que nous n'avons pas des écoles dont les effectifs sont les mêmes. Donc, dans les classes de 40, 50 élèves, ça va être compliqué. Je me rappelle avoir vu passer sur les réseaux sociaux des images, je crois, d'une école d'un pays asiatique, je ne sais pas lequel, où ils ont installé des espèces de box pour maintenir justement la distance des 1 mètre. Bon, dimanche, nous avons tous suivi nos ministres à la télévision. Ils nous ont assuré de ce que des dispositions étaient prises pour que les enfants puissent commencer en toute sécurité. Nous allons espérer justement que ces dispositions soient prises, d'autant plus que on peut être un porteur asymptomatique, mais être en même temps un contaminant. Donc, il faut vraiment que les dispositions soient prises pour que ce soit risque zéro, aussi bien du côté des élèves que du côté des enseignants. Maintenant, monsieur le journaliste disait tout à l'heure que c'est vrai qu'on a changé nos habitudes, mais je crois que le vrai défi, c'est pendant cette période de congé, où il faut rappeler aux enfants que ce n'est pas des congés ordinaires, mais que c'est vraiment un empêchement qui fait qu'ils sont à la maison. Le vrai challenge, c'est justement de ne pas changer leurs habitudes de vie scolaire. Ça, c'est vraiment un challenge. Et je pense qu'il faut tout faire pour que justement ces habitudes ne changent pas. Les habitudes de réveil et les habitudes de coucher ne devraient pas changer. Il faut vraiment faire l'effort de continuer de réveiller l'enfant comme s'il allait à l'école. Comme ça, déjà aussi, son organisme garde le même signal du lever. Et il faut l'aider à avoir un rythme proche de celui de l'école. Ce n'est pas chose simple. Ça demande certainement un accompagnement. S'il avait l'habitude de se réveiller à 5 heures, il faut lui permettre peut-être de dormir jusqu'à 6 heures et le réveiller. Pas plus. En tout cas, nous aurons en ligne tout à l'heure la psychopédagogue qui va beaucoup plus nous édifier. Alors, beaucoup de parents se plaignent de ce qui se passe dans leur domicile, dans leur ménage avec leurs enfants. C'est pratiquement un casse-tête pour eux. Comment arrivez-vous à gérer tout ça? En quoi leur présence, je ne sais pas si vos enfants constituent aussi des casse-têtes pour vous. Comment vous arrivez à les gérer, Josué? Non, je ne veux pas parler en termes de casse-tête, mais toujours est-il que moi, je pense qu'à à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il faut pouvoir trouver le moyen d'abord de discuter avec les enfants, leur expliquer pourquoi ils sont à la maison actuellement au lieu d'être à l'école. Je pense que pour la plupart des enfants, ils ont compris qu'il y a une situation, qu'il y a une maladie, qu'il y a un malaise qui fait qu'ils ne peuvent plus être en classe. Alors maintenant, ça dépend des parents. Je pense que chaque parent, à son niveau ou à sa manière, essaye de créer le nouvel environnement avec la situation du coronavirus. Déjà, si vous voulez parler d'expérience personnelle, moi, par exemple, chez moi, il n'y a plus de visiteurs. Ah bon? Il n'y a plus de visiteurs parce que les enfants sont à la maison. Et les enfants, donc, il faut pouvoir les préserver ou les protéger au maximum. Même les répétiteurs aussi, il n'y en a pas. Non, le répétiteur, enfin, la répétitrice vient, si je peux m'exprimer ainsi, elle vient, mais il y a des conditions, il y a un dispositif de lavage de mains d'abord, pour que les enfants même se lavent régulièrement les mains, parce qu'après, quand les cours vont reprendre, c'est tellement que il faut que le réflexe de lavage des mains continue et reste dans les habitudes. Donc déjà à la maison, il y a un dispositif de lavage de mains. L'enseignante continue de venir à la maison, mais elle vient, elle a son masque, elle travaille avec les enfants ont leur masque, et donc déjà la mesure barrière de 1 mètre est respectée. Donc, parce que je pense que c'est une erreur de penser
que parce que l'enseignant ou le répétiteur à la maison peut également constituer un risque de contamination pour les enfants. Lui dit tout de suite, ne venez plus parce qu'il y a coronavirus, parce que c'est déjà une habitude. 2 fois par semaine, les enfants ont ce contact-là, ont l'habitude de travailler avec l'enseignant. Donc, c'est risqué aujourd'hui de dire, en plus du fait que les enfants ne sont pas en classe, de dire le répétiteur ne vient plus. Ce n'est pas évident. Pour des parents, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de suivre au quotidien le travail de leurs enfants, qui n'ont pas la possibilité de travailler avec l'enfant et de suivre le travail que l'enfant fait, je trouve que c'est assez risqué de demander en plus que l'enseignant ne vienne pas. Ça, c'est une... Ensuite, il y a un calendrier, enfin un emploi de temps spécial qui est établi pour la circonstance. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre les enfants systématiquement dans les conditions de l'école pour dire de 8h à 12h, vous êtes face à vos cahiers, et de 15h à 17h30, pareil. Mais il y a quand même un emploi du temps allégé qui leur permet de garder tous les jours le contact avec les manuels scolaires, de continuer par travail, même quand il n'y a personne à la maison. Même quand il n'y a personne à la maison, des devoirs, mais lorsque des vous exercices... n'êtes pas à la maison, ils arrivent, ils s'empressent de vite faire leurs exercices pour se mettre à la télé. Bon, ça, malheureusement, regarder bon, pas forcément à la télé, à d'autres jeux ou à d'autres distractions, parce que c'est également là l'autre risque. Parce que si on laisse les enfants... La distraction favorite pendant cette période de vacances forcées, si on laisse les enfants développer davantage l'addition aux écrans, notamment la télévision, ça va être compliqué à gérer lorsque les cours vont reprendre. Parce que vous imaginez bien que lorsque la reprise des classes va devenir effective, le rythme va être accéléré. Parce qu'il y a là des semaines de cours qui ont été perdues et qu'il faudra absolument rattraper, notamment pour ceux qui sont dans les classes d'examen qui doivent aller à l'examen. D'accord. Là, c'est très important de soulever la remarque selon laquelle beaucoup de parents, par exemple, ont décidé de ne plus recevoir chez eux les répétiteurs juste parce qu'ils veulent protéger leurs enfants. Il y en a, comme Josué, qui ont permis à ce que les répétiteurs continuent de venir à la maison tout en respectant les conditions, mais il y en a d'autres qui avancent des raisons économiques. Vous savez que les répétiteurs coûtent beaucoup cher aujourd'hui. Si un répétiteur ne vient pas travailler, il n'a pas droit à son salaire, donc l'enfant il reste à la maison et puis il fait ses exercices. Finalement, laquelle des options paraît la meilleure selon vous? À mon avis, je pense qu'il faut continuer de donner à l'enfant les chances d'avoir une année scolaire normale. Je pense que ce n'est pas le moment de ne pas faire venir le répétiteur, parce que le risque de l'échec est bien plus grand. Maintenant, comme monsieur le journaliste a dit, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Et les dispositions dont il a parlé sont exactement les mêmes que celles que, en tout cas, moi j'ai prises, par exemple, que beaucoup ont prises. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il faut que justement l'enfant, tout en étant à la maison, s'habitue justement aux nouvelles mesures. Donc la distanciation, la conservation pendant plusieurs heures. Et ce n'est pas facile parce que finalement, respirer n'est pas c'est pas très commode en fait. Autant que l'enfant prenne cette habitude. Je pense que si on prend les mesures pour que les mains soient lavées, pour que... moi, je prends même une mesure supplémentaire, c'est que je mets une serpillière avec de l'eau de Javel. Comme ça, quand on vient, on passe les pieds sur la serpillière pour réduire la possibilité de faire rentrer des microbes à l'intérieur. Vous savez, les enfants, il y en a de deux sortes. Il y a ceux qui sont absolument autonomes et il y a ceux qui ont besoin d'être structurés. Donc, il faut probablement qu'il faut voir selon la nature de l'enfant que l'on a. C'est un risque, particulièrement pour les enfants qui ont besoin d'être structurés. C'est un risque de ne pas faire venir le répétiteur. Parce que déjà, il faut prendre de l'avance sur le programme qu'on est en train qui est en train d'être retardé, pour que le rythme ne dépasse pas l'enfant non plus. Parce que les enfants ne désapprennent pas. Qui ne désapprennent pas, mais qui ne soient pas non plus submergés par le rythme. Parce que le rythme va s'accélérer effectivement. Et s'il y avait déjà de la préparation, ils auront moins de stress. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus le stress que les enfants subissent. Les informations qui défilent, les comptabilités de mort et autres, ils sont plus angoissés que nous. Parce qu'ils se disent, bon, papa et maman ont déjà vécu un peu, mais nous, on est tout naissants, là, on est tout jeunes. Ils se demandent comment demain va être.
de façon plus angoissée que nous. Et ce sont eux qui vous posent des questions pas possibles. Ils suivent l'actualité, les pays qui ont ouvert à nouveau les portes de l'école et qui les ont refermées, le nombre de morts dans chaque pays, ils sont vraiment, ils vous posent pas mal de questions. En tout cas, nous allons continuer à en parler, mais avant, nous allons voir ce que pensent les téléspectateurs rencontrés dans la ville de Cotonou. C'est Jennifer et Kemal Awissoussi qui leur ont tendu leur micro. Comment gèrent-ils cette période avec leurs enfants? Écoutons quelques-uns. On surveille qu'ils doivent laver leurs mains tout le temps. Même s'il veut manger ou bien s'il veut faire quelque chose, il n'a pas lever les mains, ça là, ça va. C'est les virus là qui est en train de promener dans le monde entier. Il y a les savons liquides, il y a de l'eau là, il y a la place où s'il finit, s'il veut manger ou bien il veut boire de l'eau, il n'a qu'à aller laver les mains d'abord avant de faire quelque chose. Dans la journée, il mange, vers 10 heures comme ça, les répétiteurs viennent. Ils travaillent avec elle jusqu'à midi. Midi, ils sont en repos. Et si ça lève, ils prennent leur cahier. Ceux qui viennent s'amuser avec les cahiers, faire ce que l'exercice que les répétiteurs donnent. Pour les suivre comme le lait sur le feu, il ne faut pas négliger, c'est important, c'est une maladie, c'est une pandémie. Il faut faire très attention, les parents doivent se mettre à la tâche pour suivre les enfants surtout. Je leur dis de faire attention à cette maladie-là, parce que ça ne connaît ni grand ni petit. Donc il faut se méfier, il faut se protéger, se laver et tout ça là, les mains. Voilà. Ils ont dit beaucoup de choses. Il faut surveiller les enfants. Ce qui se passe dans les maisons, on ne les maîtrise pas toujours. On quitte la maison, les enfants sont avec leur téléphone portable, ils vont sur Internet, ils vont également sur des chaînes qu'ils n'auraient pas eu le courage de regarder pendant que le parent est à la maison. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière de les canaliser pour qu'ils ne dérapent pas? Non, forcément, il y a une manière de les canaliser. Si, en plus, il faut tenir compte de l'âge des enfants. La question qu'il faut se poser en tant que parent, c'est est-ce que pendant cette période où déjà l'information conventionnelle avec la télévision est constituée à 95% quasiment de l'actualité liée à cette pandémie-là, est-ce que le temps ou le moment s'y prête encore pour laisser à la disposition des enfants un téléphone portable pour davantage Je pense que ce qu'il faut faire pendant cette période, c'est d'éviter que, déjà pour nous-mêmes parents, ce n'est pas facile. C'est assez stressant d'avoir sur vos quotidiens l'actualité liée à cette maladie-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation s'est améliorée un peu comparativement à il y a quelques semaines où chaque jour, ça défilait les milliers de morts dans tel ou tel autre pays. Aujourd'hui, la situation semble s'équilibrer quelque peu, il y a moins de morts, mais toujours est-il que l'actualité liée au coronavirus est très dominante et donc, d'une certaine manière, cela stresse. C'est déjà pas facile pour le parent. Donc, imaginez qu'on laisse l'enfant vivre, je vais dire, ce double stress-là de la télévision et du téléphone. Toujours est-il que si habituellement, l'enfant n'a pas accès à un téléphone pendant cette période-ci, qui est une période de classe, pourquoi alors maintenant mettre à sa disposition ou laisser à sa disposition un téléphone portable? Je pense que, comme le disait l'un des interviewés pendant l'élément témoin tout à l'heure, cette période demande aux parents un peu plus de responsabilité que par le passé. Ça demande qu'on soit un peu plus présent dans le quotidien de l'enfant. Déjà, en termes de communication, il faut pouvoir suffisamment expliquer aux enfants qu'est-ce qui se passe. Parce que si on laisse la peur, l'inquiétude s'installer chez les enfants, ça va être compliqué à gérer. Donc, il faut leur expliquer tout simplement que c'est une situation qui peut arriver, qui est arrivée. Et donc, la manière de gérer cette situation-là, c'est d'être à la maison pour le moment.
En plus que la plupart des parents sont beaucoup plus présents à la maison actuellement. Donc, leur expliquer, leur faire comprendre pourquoi on se retrouve du jour au lendemain à la maison et qu'on n'est pas en train de mener la vie qu'on mène habituellement. Pourquoi est-ce que plusieurs fois par jour, il faut se laver la main? Pourquoi est-ce qu'il faut poster? Il faut communiquer. Je pense qu'il faut beaucoup communiquer avec les enfants pour d'abord leur expliquer la situation. Cela leur permet de comprendre ce qui se passe et donc de se mettre dans la mesure du possible, dans les nouvelles dispositions, d'accueillir favorablement en fait la nouvelle situation ou le nouveau mode de vie que nous impose le Covid-19. D'accord. Vous mettez l'accent sur le fait qu'il faut beaucoup communiquer avec les enfants. Ce n'est pas Madame Nyakadia qui va nous dire le contraire. Elle pense même qu'il faut même oser entreprendre certaines discussions avec les enfants qui ne sont pas forcément liées au monde scolaire. L'acte sexualité, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est le moment d'engager véritablement cette discussion avec les enfants pour mieux les connaître? Moi, j'estime que il faut faire de toutes les situations difficiles une opportunité. Si c'est possible, justement, c'est le moment d'avoir du temps pour les enfants. Et c'est le moment peut-être parce que la vie est faite d'un équilibre. C'est le moment peut-être de leur dire les choses qu'on n'avait pas le temps de leur dire, les questions qu'on n'avait pas le temps de leur poser. Parce que pendant l'année scolaire, finalement, le matin, c'est bonjour, ça va, allez les enfants, montez dans la voiture, que je vous dépose. Et puis le soir, bon, ça va, ça a été. Et puis bon, tout le monde est fatigué, etc. Peut-être que c'est le moment aussi, ce moment de forcer sonne un peu comme le signal d'alarme qu'il faut savoir finalement parfois s'arrêter un peu pour s'occuper, arrêter de courir, si je puis ainsi dire. Et donc, pouvoir discuter, tiens, ça va à l'école, ça va, il n'y a pas de souci. Enfin, créer une atmosphère qui donne envie à l'enfant lui-même de « Ah tiens, papa a le temps, maman a le temps. Apparemment, ils sont cool en ce moment. Tiens, peut-être qu'il a quelque chose sur le cœur. Et qu'il faut le laisser le dire. Et même s'il le dit et que ça nous paraît... si ça nous fait sourire ou si ça nous fait rire, un enfant qui vous déclare qu'il est amoureux, il ne faut pas sursauter, il ne faut pas ouvrir de grands yeux. Et si le parent n'était pas préparé? Si le parent n'était pas préparé, je comprends qu'il... Vous avez un adolescent prépubère qui vous dit qu'il est Mais il faut amoureux. savoir quand on a des adolescents que ce n'est pas impossible qu'ils nous annoncent ce genre de nouvelles. Et donc pouvoir garder, enfin, pouvoir aborder le sujet avec lui et l'amener en fait à se confier à vous. Parce que je trouve que déjà c'est extraordinaire qu'un enfant... Il faut déjà avoir créé une certaine atmosphère pour que l'enfant se dise « Ah, papa a le temps » et qu'il dise à son papa ou à sa maman « Je suis amoureux ». C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle, mais c'est des choses dont il faut profiter. Et même en dehors de cela, c'est peut-être l'occasion pour l'enfant d'expliquer certaines choses qui se passent dans son école à ses parents. Absolument. Ses parents qui n'ont souvent pas le temps de rester avec lui. Eh bien, aujourd'hui... De donner des informations. Il rentre un peu tôt maintenant parce qu'il y a le confinement, il y a le cordon sécuritaire, tout et tout. Les parents rentrent un peu plus tôt à la maison. Il faut sérieusement discuter avec les enfants. Et puis même les week-ends. Oui, les week-ends. Si on n'avait pas l'habitude, il faut commencer à faire certaines choses, genre s'asseoir avec les enfants, au moins samedi et dimanche là, même si c'est une seule fois, déjeuner ou dîner avec les enfants, sans téléphone. C'est très important. Tout le monde, des papas, maman, les enfants, tout le monde dépose les téléphones et on parle comme des gens normaux. C'est-à-dire, parce que c'est comme ça aussi que les enfants apprennent à se détacher parce qu'ils sont devenus vraiment des accros. Des terminaux, des nouvelles technologies de l'information. D'accord. Nous sommes déjà en ligne avec Bilikis Talibou, docteur en sciences de l'éducation. Vous êtes psychopédagogue. Vous êtes déjà en ligne. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous savez, nous traversons une période exceptionnelle. C'est une période exceptionnelle que passent les enfants à la maison, bientôt 2 mois, alors qu'ils ne sont pas encore en vacances. Et le risque d'un désamour précoce pour les études n'est-il pas grand selon vous?
Oui, c'est tout à fait grand parce que c'est une pseudo-vacance qui est favorable à l'éloignement des cahiers. Quand on sait que pendant les vacances proprement dit, les enfants ne touchent pas les documents. Donc, c'est bien évident qu'il y aura un grand désamour pour l'apprentissage chez les enfants. Alors, et actuellement, quels sont les comportements des enfants en confinement à la maison? Est-ce que vous pensez qu'ils ont recours à leur cahier ou bien ils sont beaucoup plus présents à la télévision ou devant leurs jeux? Bon, comme c'est la pseudo-vacance, il faut dire que les enfants se croient déjà en vacances et les attitudes ont changé. Ouais. Et les enfants veulent tout le temps rester devant la télé, la tablette, faire des jeux. Et je crois que c'est aux adultes que sont les parents de cadrer un peu la chose pour permettre aux enfants de ne pas se séparer entièrement de leurs documents. D'accord. Vous demandez à ce que les parents puissent cadrer les enfants pour qu'ils ne se séparent pas totalement de leurs documents. Et à quel rythme peut-on les soumettre alors? À situation exceptionnelle, la mesure exceptionnelle, je crois. Et Oui. puis, de plus en plus, on parle de l'école à la maison un peu partout. Mhm. Et donc, pour ma part, je pense qu'il faut maintenir les enfants une certaine heure dans la matinée. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi, parce que les plus jeunes, on ne peut pas les maintenir au-delà de 30 minutes. Quand je prends les enfants de la maternelle, par exemple, Mhm. l'éveil à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas trop Donc, les soumettre à un grand rythme de travail, mais plutôt leur permettre de se reposer, de dormir beaucoup et de jouer parce que eux, c'est dans le jeu qu'ils se développent. tout à Mais fait. à partir du primaire, on peut aller jusqu'à 1h30, 2h dans la matinée et faire des exercices en français, en mathématiques, faire beaucoup de copies parce qu'aujourd'hui, on remarque que les enfants n'écrivent plus du tout Mhm. correctement et c'est une occasion privilégiée pour faire beaucoup de copies aux enfants, les amener à se poser parce qu'ils sont pressés au fait Mhm. pour pouvoir améliorer leur manière d'écrire. Et pour les collégiens, lycéens, pourquoi pas ne pas faire 3 heures au maximum de travail dans la matinée. Et OK. dans la soirée, Oui, dans la soirée? Allô? Allô, vous êtes toujours en ligne, madame? Allô? pour aller à l'école, etc. D'accord. OK. Vous avez eu à réaliser un guide pratique pour permettre aux apprenants de ne pas trop s'écarter des études. Cela a d'ailleurs reçu un écho favorable avec la complicité de la réalisation. Nous allons voir justement ce guide que vous avez réalisé. Je rappelle au passage que vous êtes également enseignante et directrice d'école. Alors, que contient concrètement ce guide que vous avez réalisé? Bien, ce guide, ce sont des étapes que je demande aux enfants de suivre. Et les parents vont aider les enfants à contenir ce guide, c'est-à-dire il faut que l'enfant en une journée puisse meubler sa journée. Mhm. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois savoir que quand je me réveille le matin, après le petit déjeuner, je dois m'asseoir à table. Ça suppose que l'environnement pour le travail est apprêté. Bien sûr, pour les plus jeunes, ce n'est pas les parents, les adultes qui sont avec l'enfant. Et le travail que l'enfant doit faire est déjà apprêté. S'il peut le faire directement seul, on le laisse Oui, faire et après, on apporte les corrections qu'il faut. d'accord. Donc, permettre également à l'enfant d'avoir des moments de pause parce que ce n'est pas une machine, c'est un être humain et puis le cerveau a besoin de se relâcher par moment. Et donc, quand on remarque un seuil de fatigabilité chez l'enfant, de lui permettre de se lever, de se détendre, de revenir, etc., toujours pour amener l'enfant
à se connecter, même étant à la maison, à sa manière de faire à l'école. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. Je ne pas détaillé, puisque c'est déjà affiché à l'écran. Je ne détaille pas mot par mot ce qui avait été fait. D'accord. Mais vous savez aussi, il y a un comportement qu'on observe chez les enfants. Aujourd'hui, c'est la télévision, ce sont les dessins animés. Est-ce qu'il faut aussi réglementer cela ou bien dès qu'ils finissent leurs exercices, ils peuvent regarder la télévision comme ils le peuvent? Non, et l'effet en toute chose nuit. Donc, absolument, il faut réglementer cela parce que même les Européens qui ont fait la tablette aujourd'hui sont en train de refuser la chose parce que cela nuit gravement à l'enfant lorsqu'il passe un long moment devant les écrans. Sa capacité de concentration porte à un coup. Il peut avoir des problèmes de vision, etc. Tout à fait. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut vraiment cadrer la chose et établir, pourquoi pas une grille horaire de télévision ou bien du fait d'utiliser sa tablette, par exemple. On peut aller de 30 minutes à 1 heure. Et pour amener, par exemple, les enfants à ne pas être scotchés devant les écrans. Parce que si on le dit oralement, l'enfant, lorsqu'il est devant l'écran, il s'oublie parfois même. Il y a beaucoup de parents qui se plaignent du fait que les enfants devant la télé oublient même de manger, par exemple. Ils oublient ce besoin physiologique même quand ils ont faim. Donc, pour pouvoir les distancier de la télévision, c'est peut-être mettre en place un minuteur et régler la sonnerie en fonction de l'heure de départ et de fin. On dira à l'enfant, tu commences à 10h30. Si c'est 30 minutes qu'on veut lui accorder, ça fait à 11h, tu finis. Pour les enfants qui savent lire l'heure et s'il y a une pendule devant la télévision, il sait qu'à 11h, qu'il le veuille ou pas, que ce qu'il regarde est fini ou pas, il doit éteindre la télévision. Mais pour les plus jeunes, c'est de mettre un minuteur et dès que ça sonne, l'enfant sait qu'il n'a pas sa place devant l'écran. Exactement, d'accord. Merci beaucoup, Dr Bilikis. J'ai bien envie de vous garder encore, mais nous sommes à la télévision il y a un temps. Je vous dis sincère merci et très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Oui. Oui, vous avez suivi peut-être quelques conseils. Vous n'êtes pas à la maison, les enfants sont à la télévision, même si vous leur dites vous n'avez droit qu'à 1 heure de télévision par jour. Et ils sont là, ils se disent qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Maintenant, vous avez une astuce, il faut régler le minuteur pour que dès que le temps passe, que cela sonne et que l'enfant sache que, ah, attention, je suis en infraction. Non, bon, peut-être même au-delà du minuteur, vous savez qu'aujourd'hui, on a la possibilité même de régler à quel moment un poste téléviseur peut s'éteindre. Oui. Donc, il y a déjà cette pratique-là qui existe et qui permet peut-être que si vous savez qu'à partir d'une certaine heure, vous n'avez plus... Parce que ce qu'il faut éviter, c'est de laisser les enfants trop développer une certaine addiction par rapport aux écrans, notamment à la télévision. Comme elle l'a dit, effectivement, lorsque ça devient trop, l'enfant manque de concentration par rapport à toutes choses, développe une certaine affection par rapport à la télévision, notamment les dessins animés, et donc ça devient compliqué à gérer. Donc il y a cette possibilité-là qui existe. Mais moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte que les enfants découvrent d'autres centres d'intérêt au-delà de la télévision. Les mettre en phase avec quelque chose auquel ils n'étaient pas habitués, par exemple, et qui retiennent leur attention. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, mes enfants, par exemple, c'est pendant cette période-ci qu'elles ont appris, qu'elles apprennent à faire la corde à sauter. Et j'ai trouvé tout de suite que ça a été... ça a retenu leur attention. Donc, systématiquement, quand elles se lèvent le matin, aujourd'hui, ça fait à la fois distraction et sport. Le matin, sport, et en cours de journée, quand elles veulent reprendre la corde, quand le temps de travail est passé et qu'elles doivent se distraire, c'est peut-être la corde à sauter, c'est peut-être d'autres jeux, des jeux plus ou moins intellectuels aussi, pour éviter, pour permettre à l'enfant de toujours garder le réflexe de l'école et peut-être de développer également d'autres aptitudes par rapport à ces jeux-là. Et surtout, je pense que par rapport à la télévision, il faut, en tant que parent, prendre la peine
de surfer un peu sur les chaînes et de voir quels sont les programmes ludiques qui peuvent intéresser les enfants. Je pense qu'il y a plein d'émissions au cours desquelles les enfants apprennent davantage, au lieu de les laisser tout le temps sur les feuilletons, sur les dessins animés. Il y a des programmes de télé qui sont intéressants, dont ils peuvent retenir le programme et le suivre pendant cette période où ils sont à la maison. Je pense qu'en de toutes les façons, qu'il n'y a pas une procédure fixe à imposer aux parents pour dire pendant cette période-ci, voilà la manière dont les enfants doivent être gérés. Il revient à chaque parent, en fonction des aptitudes, de la réaction des enfants, de savoir comment est-ce qu'il faut les réorganiser. Également, tenir compte du niveau des enfants, parce que vous n'allez pas faire les mêmes obligations aux enfants du primaire et à ceux du secondaire. Par exemple, il faut tenir compte déjà du niveau de l'enfant, de comment l'enfant réagit, de son âge également, pour voir, de la maturité de l'enfant, pour voir comment est-ce qu'il faut. Mais, comme le disait Maître Bokpa tout à l'heure, je pense que c'est important pendant cette période-ci de créer une complicité avec les enfants. C'est très important et je pense que ça marche, ça marche vraiment. C'est une période pour les enfants de redécouvrir leurs parents et également pour les parents d'apprendre à comprendre et à connaître davantage leurs enfants. Leurs enfants. Oui, vous avez suivi, Madame Bokpa, Maître Bokpa, vous avez suivi la psychopédagogue qui a fait des propositions pratiques. Josué en a rajouté. Aujourd'hui, les enfants sont scotchés au dessin animé. Oui. Beaucoup de parents pensent que les dessins animés ne véhiculent que des messages pour enfants, alors que dans ces dessins animés, il y a également des messages violents qui ne leur sont pas destinés, qui ne sont pas destinés à leur âge. Comment réguler tout ceci pour que cela ait un effet bénéfique sur l'enfant? Oui, je pense que c'est vrai que ceux qui sont très jeunes, on peut réglementer. Premièrement, on peut réglementer. Et deuxièmement, on peut déjà les orienter au moment où ils regardent vers ce qui est à la fois de la distraction et de l'instruction. Ouais. Parce que il faut comme il a dit, il faut leur proposer d'autres alternatives. Je ne pense pas que si on achète des livres à des enfants, ils vont mettre ça de côté. Encore qu'on recommande aujourd'hui de faire lire 3 livres par semaine à un enfant. Il y a une vidéo qui circule actuellement sur Internet et c'est un docteur qui recommande à ce que l'on offre les livres aux enfants et qu'ils en lisent au moins 3 par semaine. C'est extrêmement important parce qu'en fait, le livre rend plus imaginatif que regarder la télé. C'est-à-dire, quand on regarde la télé, c'est presque un acte passif où, en fait, l'intellect se repose. Tandis que quand on lit un livre, on va à la découverte de quelque chose. Et c'est même bien, quand les enfants sont petits, de lire avec eux. Rien de tel que la lecture. Je pense que ce qui fait la différence entre certaines générations, c'est le fait que on a beaucoup lu et qu'aujourd'hui, malheureusement, les enfants lisent de moins en moins. Mais celui qui avait déjà beaucoup lu, quand il est en face d'un smartphone, il va continuer de lire par les moyens que le smartphone lui offre. Il va se documenter, il va faire du smartphone un outil d'acquisition de la connaissance et non pas un outil de navigation vers toutes les chaînes, enfin tous les sites les plus, comment je vais dire, les plus abêtissants, les plus abrutissants. Donc, en fait, il faut aussi qu'on apprenne à nos enfants, qu'on partage avec eux la nécessité de considérer ces terminaux-là comme des outils d'acquisition de la connaissance. Il y a tellement de possibilités pour nos enfants d'aller vers des documentaires d'histoire, de sciences, de géographie et d'enrichir leurs leçons. Moi, les professeurs, qu'est-ce qu'ils font qu'ils donnent des 18, des 19? C'est la phrase qui n'était pas dans la leçon qu'il a enseignée aux enfants, mais qui a enrichi le devoir surveillé de l'enfant. Ce plus qu'il est allé chercher dans un livre ou dans un documentaire ou sur un site qui fait que le professeur se rend compte que cet enfant est cultivé. Il est cultivé, il m'a apporté un plus et il lui donne 18. C'est bizarre comme les enfants ne sont plus avides de ces 18-là que quand nous, on était avides de ces choses-là. Mais il faut les aider. C'est ça. Il faut réduire les possibilités de distraction et
augmenter les possibilités de pouvoir lire. J'espère que beaucoup de parents ont aujourd'hui des bibliothèques. Nous, pendant les vacances, quand j'étais jeune, mon père, c'est une cantine de livres qu'il sortait, qu'il mettait dans le couloir. C'est simple. Vous lisez, vous faites devez le les lire. résumé. Exactement. Parce que quand on donne quelque chose à faire à l'enfant, il faut par la suite s'assurer qu'il l'a fait. Ouais. C'est très important. Très important. Il faut avoir de la logique dans ce qu'on veut lui inculquer. Ouais. Donc, je pense que c'est vrai, mais la minuterie ne peut pas être tout le temps dans la tête de l'enfant. À un moment donné, il faut que l'enfant, s'il est chez sa tata, chez son tonton, chez sa grand-mère, qu'il sache que... sans minuterie, sans papa, sans maman, quand on lui a appris à faire du smartphone un instrument d'acquisition de la connaissance, c'est intuitif, ça vient tout seul. Absolument. Et c'est à ça qu'il faut arriver Très bien. Avec les enfants. Merci, madame. Vous savez, cette émission, elle est aussi interactive. Les internautes réagissent également. Nous allons partager avec les téléspectateurs quelques messages des internautes. Il y a Moïse Dossomo qui dit « C'est compliqué, hein, cette affaire, surtout que les parents, comme moi, ont suspendu les répétiteurs. » Il y a Maître Simplice Dako, votre collègue, qui dit je l'ai fait très simple en élaborant un emploi du temps avec ma fille et en maintenant les professeurs de maison qui poursuivent le programme en mathématiques et en PCT. Elle est en seconde S. Et puis, il revient, il dit, pour les enfants, il faut consentir tous les sacrifices. Le système éducatif béninois est devenu cher et élitiste. Il ne faut pas lésiner sur les moyens. C'est ma vision. Il y a André Gaga, le sociologue, qui dit la situation est pareille chez les étudiants aussi. Ce que les parents peuvent faire, c'est d'aider les enfants à établir un programme souple de révision ou lecture. Exercices, télé, jeux, dégustation ont chacun leur place et leur temps bien précis. Autrement, les enfants vont désapprendre très vite. Il y a Armel Aboubatin qui dit par 7 ans de confinement, il faut trouver le moyen de maintenir les enfants au travail. Sinon, le risque est trop grand. Non seulement ils perdront le pli, mais aussi oublieront les notions déjà apprises, faute d'exercice. Je trouve qu'il faille les suivre comme s'ils se rendaient toujours au cours, ne pas les laisser traîner dans le lit le matin, les encourager à s'exercer régulièrement, à lire et surtout, dans la mesure du possible, contrôler le temps passé devant la télé ou à s'amuser. Agréable journée à vous. Voilà quelques messages. Nous allons faire un dernier tour de table pour nous mettre un terme à cette discussion. Alors, vu la situation actuelle, étant donné que si tout va bien, les enfants vont reprendre le chemin de l'école, comment les préparer peut-être quelques jours à l'avance pour qu'ils ne soient pas suspects, pardon, qu'ils ne soient pas surpris des cours qu'on va leur donner, que les professeurs aussi ne déchargent pas sur eux un volumineux, un volumineux coût à supporter. Comment faut-il les préparer à supporter tout ça? Je pense que autant pendant cette période spéciale, les enfants on a demandé aux enfants d'être dans des dispositions particulières, autant les enseignants également doivent être dans des dispositions particulières parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines de cours à rattraper. On ne va pas apprendre aux enseignants à faire leur métier, mais je crois que la manière sera trouvée pour que le temps perdu puisse être rattrapé, pour que les réajustements nécessaires puissent se faire sans nécessairement contraindre les enfants à une pression. De toute façon, les enseignants savent que les enfants reviennent
de vacances, il n'y a pas un autre mot pour le désigner, je pense qu'ils reviennent de vacances, donc il faut pouvoir les reprendre avec une certaine souplesse, avec beaucoup de délicatesse et ne pas se dire il y a un programme scolaire à finir, donc il faut y aller à une vitesse de croisière. Non. Dans le même temps, je crois que dans la perspective du 11 mai, si effectivement cette date-là doit consacrer la reprise des classes, il faut déjà commencer par préparer les enfants. On a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas les laisser traîner trop dans le lit. Si je donne un exemple, même si vous aviez pris l'habitude pendant peut-être toute cette période-là de laisser l'enfant se réveiller à 10 heures et qu'on sait que d'ici quelques jours, les cours doivent reprendre, c'est de les remettre dans les conditions habituelles de classe. Si l'enfant se réveillait à 6 heures pendant qu'il allait en classe, il faut déjà commencer peut-être 1 ou 2 semaines à l'avance à ce que l'enfant commence par se réveiller encore à 6 heures pour remettre son organisme dans le rythme habituel, permettre d'accélérer ou augmenter le temps de travail de l'enfant. Commencer par réduire le temps consacré peut-être au quartier libre, à la distraction ou au jeu, remettre un peu plus l'enfant dans les conditions de l'école, préparer en tout cas physiquement et psychologiquement l'enfant à se dire que d'ici là, les classes puissent reprendre comme ça. Dès que ça reprend, l'enfant est déjà dans les dispositions pour accueillir favorablement et surtout parler avec les enfants, leur expliquer que le visage de l'école ne sera plus le même. Il y aura désormais des choses qui vont changer. Vous serez peut-être amené à moins vous amuser avec vos camarades. Je ne sais pas qu'est-ce que les écoles sont en train de prévoir par rapport au temps de récréation, parce que c'est également un moment, je trouve, de risque très élevé par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir expliquer aux enfants, comme je le dis, les préparer aussi bien physiquement que mentalement à reprendre avec l'école et à affronter l'école à l'heure du Covid-19. Merci à vous, Josué Fortuné Berpenou. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien La Nation. Oui, Maître Huguette Bopé Nkadja. Alors, je pense que, et ça, particulièrement pour les enfants dont les répétiteurs ont été suspendus, je pense que c'est des enfants qui ont vraiment besoin d'être rassurés. Parce qu'ils continuent de communiquer avec leurs amis, dont les répétiteurs n'ont peut-être pas cessé de venir. Et du coup, ces enfants-là doivent se sentir plus angoissés que les autres, parce qu'ils auront le sentiment de ne pas être au même niveau que leurs amis et vont angoisser, ils vont se dire c'est foutu, comment est-ce que je vais pouvoir rattraper ça? L'autre il a travaillé, moi j'ai pas travaillé. Donc quand ils vont peut-être l'exprimer, ils vont peut-être pas l'exprimer. Je pense que les parents qui ont fait ce choix devraient les rassurer davantage et que les parents qui leur avaient fait perdre les habitudes du rythme scolaire doivent, comme il a dit, recommencer à leur... les enfants eux-mêmes doivent s'imposer ce rythme-là. Et les parents doivent y concourir. Ensuite, il faut pas non plus... Il faut dire aux enfants, préparez-vous à un rythme plus accéléré. Mais il ne faut pas non plus les stresser à l'avance pour leur dire, ou pour les charger, en fait. Parce qu'ils vont peut-être se dire, il y a aussi de ces professeurs, quand il y aura la reprise, les interrogations qu'ils n'ont pas eu à faire, et puis ça va aller de façon accélérée. Donc, il faut les rassurer, et il faut maintenant, effectivement, qu'ils soient préparés à vivre différemment. La question de l'adaptation, elle vient se poser, les parents doivent aider les enfants à vivre cette distanciation sociale, non pas comme... c'est pas le moment non plus pour les enfants, il faut leur dire, c'est pas qu'il faut suspecter systématiquement tout le monde et commencer à... un enfant qui éternue, qui a un rhume ordinaire, il ne faut pas non plus le stigmatiser. Ce n'est pas simple, mais ça va demander le concours des élèves, des parents et également des enseignants. On doit vraiment souhaiter que les dispositions qui sont prises soient telles que les enfants, les parents n'aient pas envie de récupérer leurs enfants pour les garder à la maison et que les enfants eux-mêmes, qui sont bien au fait de tout ce qui se passe, ne se sentent pas en insécurité. Absolument. Merci beaucoup, Madame Huguette Bopé Nkadja, avocate au barreau béninois, activiste des droits de l'homme. Surtout en particulier de la femme et de l'enfant. Merci d'être passé également dans cette émission. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de
Et si on en parlait, nous en avons parlé, vous avez tiré les leçons et qu'il faut, eh bien, nous vous disons merci.